Salut, c'est Valentin. Avant de vous laisser déguster la voix suave et chaleureuse des introductions de Jules, je voulais vous passer un petit message. Vous le savez probablement, on est aujourd'hui le 4 novembre et dans 16 jours débute la Coupe du Monde de football au Qatar. Avec l'équipe de 11e art, on a décidé à cette occasion de mettre en place un dispositif spécial pour vous accompagner durant toute la compétition. Ce dispositif se découpera en deux phases. Une première en amont de la compétition, du 11 au 19 novembre, où on vous présentera les enjeux des 8 groupes et 32 équipes engagées pendant la compétition. Le tout avec un panel d'experts de chacun des pays engagés. 8 émissions donc d'une quarantaine de minutes, chacune pour vous présenter les groupes A à H, et une dernière émission le 19 novembre, la veille du début de la compétition, où on passera en revue tous les détails concernant l'équipe de France. On entrera alors dans la deuxième phase de notre dispositif qu'on appellera la quotidienne, du 20 novembre et jusqu'à la fin de la compétition, une émission quotidienne de 25 minutes avec 4 matchs par jour et donc 4 chroniques pour vous présenter les différents enjeux de chacun de ces matchs. Le tout avec des approches diverses comme la géopolitique, l'écologie, la culture, etc. Vous en avez l'habitude sur 11e art. Là encore, des invités prestigieux que vous connaissez tous plus ou moins viendront partager leur expertise. Et c'est notamment le cas de Jean-Baptiste Guégan, que vous connaissez, avec qui on a déjà beaucoup échangé, qui viendra apporter son expertise quotidiennement sur les questions géopolitiques, comme il l'avait fait l'année dernière pendant notre dispositif Euro 2021. En tout cas, si le projet vous plaît, vous pouvez le retrouver et le partager via nos réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve à partir du 11 novembre pour le début de notre dispositif spécial. Merci à tous et très bonne écoute de Poteau Carré. Ciao. Les jours doucement se raccourcissent. Les feuilles orangées flamboyantes dépeuplent les arbres tandis que les clubs français, ciel et bleu décevants, s'évadent des compétitions européennes. Pierre Soulages s'évanouit quand Kolasinac court encore. Les prix flambent, les sourires s'envolent, les sorties s'espacent, les pleurs sont étouffés sous des couvertures informes en pilou-pilou. Oui, le confort a pris le pas sur l'esthétique. Oui, le mois de novembre est là, avec son cortège de mauvaises nouvelles, de nez qui coulent et de teints blafards. Comme vous l'aurez compris, je ne vis pas très bien le mois de novembre. Mois pute parmi les mois putes, le sympathique octobre nous a fait croire jusqu'au bout à coups de température apocalyptique qu'il n'arriverait jamais. Et j'y ai cru, vraiment cru. Comme j'ai cru à l'exploit marseillais, comme à la création du Listenbourg, ou au fait qu'Emmanuel Macron est de gauche. Alors quelle motivation encore? Pourquoi se lever, affronter les gifles de la journée, courber les chines et pleurer à l'intérieur pendant que l'extérieur s'en fout? Déjà parce qu'aujourd'hui, jour d'enregistrement, mercredi 2 novembre, devrait être un jour saint. C'est un 2 novembre qu'est venu au monde un prodige, un homme qui défie les lois de la et du physique, celui que les appareils à raclette nomment Sauron. Il n'a pas de cholestérol, c'est le cholestérol qui a du Hasnard dans les veines. Et oui, vous l'aurez compris, c'est l'anniversaire du petit prince de Saône-et-Loire, notre Raïs à nous Val. Ça fait déjà une bonne raison de se réjouir que de savoir que cet être humain a un an de plus. Mais il m'en faut plus, malgré la série d'invincibilité historique du Stade Rennais, le fait que je ne sois toujours pas l'un des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès et que j'ai réussi à ne pas boire pendant 2 jours, il m'en faut plus. Plus de cartouches pour contrer l'armée automnale insatiable de novembre, plus pour rire face à la catastrophe sans soleil. Alors j'ai regardé, j'ai souri, il y avait un peu de quoi faire. 2-3 doses footballistiques ou pas pour cesser de se morfondre et broyer du noir, j'ai décidé de vous les partager en vrac. Manuel Neuer a vaincu son cancer, rassurant de voir l'un des plus grands sportifs de son temps être aussi efficace pour stopper les tumeurs que les ballons. La JOCR gagne, Flo est au stade, hasard, coïncidence, génie humain, un peu détroit. L'Atlético est éliminé de toutes les compétitions européennes, finalement parfois le football gagne quand même. Désiré Doué a enfin prolongé, de la douceur visuelle pour 2 ans de plus. Il fait moins de 20 degrés, nous sommes le 2 novembre, oui c'est une bonne nouvelle. Federico Chiesa est de retour dans le groupe de la Juve, on dirait un cabinet d'experts comptables où le seul mec qui sait compter revient de congé. Jeudi 3 novembre, double ration de compote en dessert à l'EHPAD de Bécon-les-Bruyères, Alex s'en pourlèche le dentier d'avance. Bolsonaro ne fera pas de deuxième mandat, samba triste pour Neymar, chais. Luis Suarez est devenu pour la 2e fois champion d'Uruguay, Papy a encore les dents longues. Nous sommes sur 11e art et dans une semaine nous serons là tous les jours et ça c'est quand même vraiment une bonne nouvelle pour nous mais aussi pour vous. Novembre arrive, on augmente la dose, bienvenue à tous sur Poteau Carré. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Poteau Carré. On survit ensemble face à cette saloperie de mois de novembre et pour cela, du neuf, du réjouissant, de la qualité, de la jeunesse. Je ne parle pas du public de Jean-Luc Lahaye, mais de cette équipe inédite qui m'accompagne ce soir. Alors avec moi à ma gauche, Twitter ne parle que de lui. Il a passé un mois de septembre abominable entre les purges de Ten Hag et le départ prématuré de sa reine. Aujourd'hui, il renaît de ses cendres tel Oussem Aouar sous Lolo White. Monsieur Tom Ababedi, ça va? Ça va. Ça va mieux que la reine, ça c'est sûr.
Et oui, Oussem, hein, c'est le magicien de retour. Par contre, bon, rapidement, le nouveau passeport algérien apparemment. Hein, donc, Oui, on va voir. ça risque de... On va voir s'il reste très longtemps dans le pays, quoi. Oui, on va voir, ça va être compliqué. En face de moi, un deuxième nouveau, histoire de ne pas faire les choses à moitié. Il a une moustache qui a le même charisme que Vincent Cosiello. Il est à Movember, ce qu'Harvey Weinstein est à la lutte féministe. D'aucune aide, donc. Mais, malgré son jeune âge, une culture foot et une science du jeu qui ferait pas lire tes 11 mondiales qui prennent la poussière dans ta cave. Ça va, Zach? Bah écoute, ça allait jusqu'à maintenant. C'est un plaisir de se faire démonter par les anciens. J'étais obligé de roaster un peu en baptême. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir tous les deux. Bienvenue, les gars. Et évidemment, pour entourer les deux jeunes, il fallait un guide, un parrain, que dis-je, un grand-père finalement. Il a beau avoir touché la main de Raymond Coppa, avoir assisté au Sacre des Bleus en 84, celui de Marseille en 93. Il est quand même triste et meurtri aujourd'hui, comme un dimanche sans visite. Un crochet d'Issa Boré, une balle perdue de Nuno Tavares. Ça va, Alex? Non, pas vraiment. Ok, non. bon, on te laisse tranquille. Allez, désolé, hein. Désolé, tu nous fais signe quand tu veux parler avec nous. Oui, Merci. une petite minute de silence peut-être. Ouais, c'est vrai, en vrai, il en faudrait là. Mais bon, les minutes sont précieuses pour lui. Les gars, Tu dors aussi, hein. oui. Nouvelle habitude depuis le dernier épisode. On fait maintenant en début d'émission chacun une petite reco pour mettre en avant un boulot, un contenu qu'on aime bien. Ça peut être une séquence, un article, un film, un doc, un média, un compte Twitter, que sais-je encore. Tant que ça parle de foot, qui veut commencer? Bah écoute, moi je voulais mettre en avant un livre qui m'a servi teasing à écrire ma chronique, qui s'appelle L'histoire racontée par le football de Olivier Corbobès, et qui est un livre assez costaud, assez dense, mais qui est très intéressant parce que ça raconte un peu l'histoire de l'humanité sous le prisme du foot, avec un travail universitaire très fouillé. Donc vraiment, si vous avez la curiosité de regarder ça, je vous le conseille Très cool. vivement. Très cool. Je rappelle qu'on mettra de toute façon toutes les recos en lien Bien sûr. sur nos réseaux sociaux pour que vous y ayez accès plus facilement. Des formations professionnelles, tu vas me donner le nom de l'éditeur quand même. Bien sûr, c'est les éditions Marie B. Bah très bien. Allez, on les salue s'ils existent encore. Zach, Tom, un de vous? Je vais y aller. Écoute, il y en a plein de recommandations possibles. Oui, mais tu reviendras pour en faire d'autres. Bien sûr. C'est la passe décisive pour me faire revenir, c'est ça? Ouais, exactement. d'accord. Sinon, on fait un podcast recommandation, on t'écoute pendant une heure. Hein, mais... Je peux faire ça aussi. Ou sinon, allez voir le compte Twitter de Tom et regardez ce qu'il retweet. Ouais, c'est un peu tout ce que je fais. Hein. La création de contenu, c'est plus mon truc. Hein. C'est le partage de contenu que je fais maintenant. Non, mais du coup, je vais parler de mon pote Valentin qui a démarré il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, sa chaîne Arena Foot, qui vient de publier sa 100e vidéo ce week-end. C'est la première qui explose vraiment. Hein. Normalement, il est plutôt autour des 2000 vues. Là, il a fait 11 000 en 24 heures. Et voilà, il parle notamment en ce moment de la Coupe du Monde, hein, comme beaucoup de personnes, comme nous prochainement. Le boycott a de beaux jours devant lui. Voilà, c'est ça. Donc, avec son épisode direction sur de la Coupe du Monde, il a parlé du groupe F, Canada, Belgique, Croatie, Maroc. Voilà, c'est un petit compte qui bosse très très bien sur YouTube. Très cool. Ouais, j'ai regardé une ou deux de ses vidéos. Il a aussi un compte Twitter. Il a un très bon compte Twitter. Donc, il a un nouveau setup maintenant. Donc, visuellement, ça va vraiment rendre un truc vraiment sympa. Et vous verrez peut-être ma tête prochainement lors du mondial cool. pour ces émissions. Donc, c'est à suivre. N'hésitez pas à aller suivre ça. Zach, toi, je crois que tu voulais nous parler d'un petit média qui monte. Ouais, un tout petit média qui monte qui s'appelle Amazon Prime Video. Pas mal. Alors bon, c'est pas pour leur faire de la promo, mais je voulais quand même parler de leur format sur écoute. Ils en ont fait un cette semaine avec Bruno Irles, l'entraîneur de Troyes, qui était vraiment pas mal parce que ça te permet un peu d'avoir ce qui se dit en bord de terrain avec les joueurs ou les arbitres. Et j'aime vraiment bien aussi ceux qu'ils ont sortis sur les arbitres du coup. Ouais, il était bien celui avec les arbitres. Bah ouais, il y en a eu 3 en tout, ils en ont fait la saison dernière aussi. Et c'est quand même pas mal de pouvoir avoir cette proximité avec les joueurs qu'on n'a jamais. Et on se rend aussi compte que t'as des arbitres qui font pas mal leur travail quand même, tu vois, et qu'avoir Verratti, même si je le kiffe, qui est toujours là en train de te dire il y a jamais faute, ça peut être un peu J'ai pas frustrant. envie de le gifler. Et je rassure tout le monde, je vous rappelle que Zach est étudiant et donc pauvre, et ses séquences sont sur YouTube pour ceux qui sont pas abonnés Bien à sûr. Prime. Bien sûr. Et généralement, je pense qu'il faut comme saluer leur travail. Hein. Prime, Ouais, ça bosse bien. ça Parce que rajeunit un peu le ouais. système. On a Et il y a des tous très vu, bons consultants. Bein a Ouais. eu du mal à s'y mettre, RMC aussi, alors qu'eux ils sont arrivés fort très vite, très Beaucoup bien. de sous Et hein, aussi. surtout, Oui. ils te font pas payer l'abonnement quand il n'y a pas de foot. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oui, c'est sympathique. Merci Jeff. C'est comme s'ils Bezos. étaient pauvres. Hein. Ouais. Et puis moi pour finir j'aimerais mettre en avant le bon boulot parce que c'est vrai que je lis souvent les articles de la causerie
dont l'homme à ma gauche fait partie d'ailleurs. Tiens. C'est pas moi qui ai poussé pour la. Non mais en vrai il a rien demandé, ça vient de moi. Et t'as rédigé d'ailleurs un super article il y a 2 mois sur le Red Star où t'allais sur le terrain. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur le média ou sur ton article vite fait? Ouais, bah écoute, j'ai démarré avec le média parce que faut rendre à César ce qui est à César. Démarré par Théo et Enzo, que vous trouverez évidemment sur le site, il y a 3 ans maintenant. Voilà, on parle notamment de la formation. On a beaucoup de très bons articles avec Baudemer notamment, et puis aussi un article avec Puel récemment. Donc c'est beaucoup sur la formation, mais on aime bien parler de football un peu de partout, hein, l'Union de Berlin, moi le Red Star, et on a fait beaucoup de couverture sur le national l'année dernière, je pense que c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Donc chapeau à l'équipe, et on a du gros dispositifs pour la Coupe du Monde qui arrive. Ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont une ligne édito, je trouve, à l'écrit qui se rapproche un peu de la nôtre, où on prend le temps de parler de sujets de foot qui nous intéressent, on fait pas de sujets à buzz, où on traite pas forcément des énormes clubs, mais c'est cool d'avoir le temps de lire des sujets fouillés. Les gars, merci pour toutes ces recos. Je vous rappelle qu'évidemment on les mettra toutes sur Twitter, etc. pour que vous y ayez accès facilement si vous voulez suivre tous ces médias et autres contenus intéressants. De notre côté, les gars, on fonce en Italie, direction la côte amalfitaine. Le SSC Napoli, club de légende s'il en est, fait un début de saison remarquable malgré évidemment le karma Potocaré, sa défaite anecdotique contre Liverpool cette semaine. C'est un club et une ville baignée d'histoire, de mythologie et de personnages hauts en couleur. Quelque part entre la mafia, les pizzas et la mer, on trouve quand même un peu de foot, un peu beaucoup même. C'est le club emblématique d'El Pibe de Oro Maradona, mais pas que. Sous la houlette d'un président un petit peu taré, pas forcément apprécié de ses supporters, et d'un entraîneur historique qui est arrivé il y a 1 an et demi maintenant, on voulait mettre un gros coup de projecteur sur ce club mythique, souvent attendu, pas toujours performant et d'ailleurs assez souvent un peu décevant au final. Déjà les gars, comme d'habitude, pour se remettre un peu dans le contexte, même si là on va devoir aller un peu plus vite parce que sinon on pourrait faire une émission que sur l'histoire du Napoli, est-ce que on peut reprendre les grandes lignes historiques du club partenopé? Bah écoute, Jules, une fois n'est pas coutume, c'est un marin anglais qui a fondé le club en 1900. Le mec se disait que ce serait cool d'avoir un club quand il passe en Italie, donc pourquoi pas. C'est pas le premier, hein. C'est vrai, il s'est entouré de Napolitains et d'autres Anglais, et le premier nom du club c'était le Napoli Club Football et Cricket. Parce que il faut du cricket partout évidemment. Le club se développe tranquillement. Il y a une première scission 15 ans après la naissance du club, et finalement pour des raisons financières le club se reforme, et c'est là qu'il prend son appellation officielle. Il y a plusieurs années qui se passent, on va pas vous raconter l'avant-guerre, l'après-guerre, tout ça, mais c'est un club qui se stabilise relativement bien en Serie A. Qui est souvent dans le top 10, qui accroche des places dans le top 5. Oui, c'est un club connu d'Italie, mais qui n'a pas remporté de vrais titres majeurs ou marqué les esprits, quoi. Exactement. Il n'y a pas une génération de fous en 1935. Bon, du coup, je vais faire un peu plus vite. On va arriver à la période qui nous intéresse, ouais. où on va dire clairement que Naples fout un gros coup de pied sur la planète foot en Europe. C'est ça, il y a une date qui est hyper importante, c'est le 5 juillet 1984, donc vous voyez, on a bien avancé dans le temps. Ce jour-là, il y a un Argentin incroyable qui signe à Naples et qui s'appelle Diego Armando Maradona. Et là, c'est la légende qui s'écrit en direct. Il y a 70 000 tifosi qui assistent à la présentation au San Paolo. Naples est vraiment là pour le coup sur la carte du foot. Et la magie opère pas tout de suite parce que la première saison est pas formidable. Maradona marque quand même 14 buts, mais le Napoli finit que 8e. Et c'est dans les années qui suivent que la magie va vraiment opérer. Ouais, de toute façon c'est la première période un peu dorée de Naples. Est-ce que les gars, on peut peut-être s'attarder un peu sur cette période-là parce que c'est un peu l'origine de tout ce qui va se passer après au niveau de la sensation des tifosi par rapport à ce club-là. Ils sont tous encore mine de rien nostalgiques de cette période-là. Tom, tu veux nous parler un peu de cette période avec Maradona? Ouais, bah écoute, effectivement, il démarre entre guillemets, le club démarre lentement, même si Maradona démarre assez vite, mais il faut imaginer que, comme tu dis, c'est même pas Nice en fait à ce moment-là, au niveau effectif, c'est même plus bas. Alors je vais pas dire Lorient parce que nous on vient de Montpellier. Et voilà, et typiquement tu vois Montpellier, voilà, club du Sud, qui en fait aussi fait partie de la légende du club, c'est-à-dire que à l'époque et encore aujourd'hui, c'est une vraie rivalité nord-sud en Italie. Tous les médias, les Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, tout ça, c'est Turin, c'est Milan, etc. Tout l'argent est dans le nord.
Et bah Naples, en soi, au-delà d'un transfert absolument démentiel, c'est aussi l'une des villes les plus pauvres, si ce n'est la plus pauvre du pays à ce moment-là. Même si elle n'est pas particulièrement très riche aujourd'hui non plus, mais il y avait particulièrement ce cas-là à l'époque. Oui, ça explique la ferveur aussi dans la ville. ferveur, c'est le vrai Messi, qu'au-delà d'un juste un joueur, c'est un Messi, c'est un truc social, c'est un impact pour montrer que nous, on a cet emblème-là, on a le garçon en or qui est venu chez nous. Alors à ce moment-là, c'est pas encore le PIB des euros, parce que il y a quand même une petite Coupe du Monde en 86 qui l'aide un petit peu. Hein. Mes petits frères anglais seront ravis de parler de Maradona justement. Et là, ça le fait un peu entrer un peu plus dans la légende. Évidemment, le peuple italien commence à avoir ce petit attachement avec ce petit Argentin. Il commence à regarder la Coupe du Monde. L'Italie, c'est pas mal la Coupe du Monde 86, mais c'est pas l'Argentine qui est quand même championne du monde à ce moment-là. L'effectif s'améliore d'année en année. C'est pas que Maradona qui est arrivé, c'est d'autres joueurs qui l'entourent de mesure en mesure. Et en fait, tout le club progresse jusqu'à ce titre en 87, qui est absolument démentiel. La ville explose. C'est le premier titre de champion d'Italie. Il y a eu 2 coupes d'Italie avant, mais c'est le premier titre pour montrer que on est les plus forts, on est les champions d'Italie. Et devant la Juve en plus. Et devant la Juve, qui est encore mieux. De Michel Platini. Et après, c'était couillu de la part de Maradona quand même, parce qu'il arrive du Barça. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Un petit club pour te relancer, faut quand même y aller. Et donc, en gros, on va pas s'attarder trop sur cette période-là, parce que c'est pas le sujet du podcast, et il y a moult vidéos, dont d'ailleurs un petit clip savoureux que Tom vous mettra sur les réseaux. Au-delà du clip, qui voilà, c'est une petite chanson des joueurs après le titre en 87 qui chantent une merveilleuse chanson qui accroche pas mal. Alors mon italien n'est pas terrible, mais les traductions est pas mal. Oh maman, tu sais pourquoi mon cœur bat si vite. J'ai vu Maradona et maman, je suis tombé amoureux. Alors lui, il chante très ouvertement. Maradona qu'il est. C'est la vidéo de Maradona qui dans son slip dessus, elle est pas mal. Ouais, justement, et en fait, ça c'est extrait du documentaire exceptionnel qui a été fait par le petit média dont a parlé Zach tout à l'heure. Mais voilà, c'est une période magique avec encore un titre en 90, une coupe de l'UEFA en 89. Tout va bien au club. Jusqu'à un peu le moment où ça part en enfer, quoi. C'est ce que j'allais dire, du coup. Faut juste préciser sur cette période pour témoigner un peu de la folie napolitaine, c'est que Maradona il rentre dans les cœurs, vous dites oui il est aimé tout ça, moi je suis allé à Naples, c'est une religion là-bas, il y a des fresques murales de lui, il y a même des églises, on parle vraiment de la religion maradoniste. C'est possible de faire des voyages organisés autour de sa vie et de suivre un peu tous les coins qu'il a influencés à Naples. C'est plus qu'un joueur de foot, c'est vraiment le sens de Dieu et pas du tout galvaudé aux yeux des Napolitains. Sur la fin à Naples, c'est plus compliqué pour Maradona, il y a pas mal de blessures, il y a cet éclat en 90, Tom. Ouais, en fait, déjà au-delà des blessures, c'est qu'il y a il vit la vie napolitaine, hein, c'est la drogue, la prostitution et la mafia, quoi, c'est les meilleurs potes du monde. Et les pizzas de temps en temps, ouais. Mais il y a quand même cette Coupe du Monde 90 qui marque une sorte d'union entre le pays d'origine et son pays d'adoption. La Coupe du Monde 90 est jouée en Italie. La demi-finale de cette même Coupe du Monde se joue entre l'Italie et l'Argentine, à Naples, évidemment. Quelques semaines après avoir gagné le titre du championnat italien avec Naples, justement. Lui, il est évidemment sur le terrain. Et le stade est complètement divisé. T'as la moitié du stade qui veut que l'Argentine gagne, même s'ils sont italiens, mais parce qu'ils sont tellement en adoration avec Armando Maradona, qu'ils se disent, on va supporter l'Argentine. L'Argentine passe, et là, il devient ennemi public numéro 1. Je sais plus où je joue la finale, mais j'imagine à Rome. Et alors là, tout le monde veut que l'Allemagne gagne. Tout le monde veut que l'Allemagne gagne. Naples, c'est une furie parce que... il y a tout le monde qui voulait l'Italie ou alors l'Argentine, donc il y a des combats dans les rues et c'est un grand n'importe quoi. Et il faut savoir qu'il y a même une banderole qui est déployée pendant le match pour répondre à Maradona, pour lui dire Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre pays. Voilà, et ça marque un petit peu la fin de l'aventure Maradona. Et c'est la fin de l'aventure Maradona qui est un peu couplée à la fin de la période dorée de Naples, Zach. Une aventure qui se termine surtout après un petit contrôle positif à la cocaïne ça joue, à l'issue de la saison 90-91. 3 fois rien. Et donc après il avait pas de chance, il y en avait dans l'air et tout, c'est passé. Oui, regarde, il a dû se faire cramer avec un peu de pouce sur le nez, mais bon, c'est pas... il l'a reniflé, quoi, juste l'air. Vous voulez voir, il a dû manger un steak à crêpes. Et du coup ça a quand même mis fin à la plus belle page du palmarès de Naples, parce que c'était quand même 5 trophées en 5 saisons.
Et c'est là que la descente aux enfers commence avec... alors la saison qui suit, 91-92, il y a quand même une 4e place. Donc une belle 4e place, mais après ça, la décennie 90, ça va être une catastrophe. Et on va arriver jusqu'à l'année 98, où là le Napoli craque complètement et va être relégué en Série B. Après une saison où il ne remporte que 2 matchs en 34 journées de Série A. Ouais. Donc c'est Pire que Bordeaux, vraiment quoi. terrible. Bah, C'est dire. Même Bordeaux, Ajaccio fait mieux, Gourcuff, quoi, tu c'était vois. pareil. Donc, ouais. Et donc le club à descendre, ouais, c'est le début d'une période Ouais. assez compliquée. Ouais, en fait, c'est intéressant de voir que finalement, il s'est quand même rien passé à part, je crois, 2 vulgaires Coupes d'Italie. Il y a eu Maradona, derrière c'est descente aux enfers. Et après, ce qui est marrant, c'est que nous, on a quand même connu Naples comme un bon club d'Italie. Comment ils se sont remis? Parce que je crois qu'il y a eu un Bah, rachat, un changement de propriétaire. T'as quand même une reconstruction qui se fait assez rapidement parce que après cette descente aux enfers, donc en 98, ils parviennent quand même à remonter dans l'élite assez vite et après à rebâtir un effectif qui est quand même assez Et solide. donc ça, c'est toujours sous la même présidence. Toujours. Alors non, parce que Jusqu'à la t'as 2004, t'as la même présidence jusqu'à 2004 Ok. et après tu vas avoir du coup bah, le club va faire faillite carrément. Ouais, c'est Donc tu vas avoir le rachat par De Laurentiis à l'été 2004. Donc là-dessus, il y a eu une grosse affaire avec un gros scandale. ça. Notre grand ami De Laurentiis arrive. Avant De Laurentiis, il y a Luciano Gaucci qui était pressenti pour racheter le club. Et sauf que Là, on est sur de la bonne affaire napolitaine. Là. Ah bah là, on est sur de la ouais. bonne affaire napolitaine. Ouais, vas-y, Tom, tu Bah veux ouais, développer, bah mais, justement, on a eu, c'est pas des histoires qui sont simples à trouver. Et heureusement qu'on a eu l'aide d'un supporter qui nous a expliqué un petit peu en détail toute cette aventure-là. Luciano Gaucci, un peu comme De Laurentiis, dans un métier différent, mais c'est un entrepreneur italien. Donc lui, il veut absolument racheter le club. Il voit que c'est une faillite, etc. Et lui, avec le club, ils vont essayer de s'unir pour faire le rachat. Et la FIGC, qui est un peu la DNCG en France, refuse parce qu'il croit plutôt à un coup médiatique. Hein. Les supporters sont un peu du même avis au début. Et puis, de toute façon, la FIGC a dit c'est soit la descente en série C, soit en descente en amateur. Si vous vous arrangez pas pour trouver quelqu'un d'autre, parce que nous, on n'a pas sa tête, quoi. Donc, De Laurentiis arrive. Lui, c'est un mec qui est J'imagine que Gaucci doit crier au complot derrière tout ça. évidemment, il fait appel à la justice. La justice dit, bah, t'as rien de signé, donc nous, on s'en fout. Il rejette l'appel et De Laurentiis devient officiellement le nouveau repreneur, lui qui était dans une boîte de production de cinéma, un grand homme un peu comme Berlusconi, mais lui il fait un peu plus le con que l'autre, quoi. Il est un peu spécial. un peu spécial, ouais. On va passer assez vite, les gars, sur le mandat de Laurentiis pour s'intéresser à l'homme, parce que c'est quand même un homme assez particulier dans le foot qu'on a aujourd'hui, et à particulier pas toujours dans le bon sens d'ailleurs. Donc on va passer assez vite. Je pense que voilà. Les années 2010 de Naples, tout le monde les a un peu en tête. On reviendra tout à l'heure plus précisément sur les 2-3 dernières années pour voir comment on en est arrivé là au succès de Naples cette saison-là. Mais est-ce qu'on peut s'intéresser du coup aux structures que met De Laurentiis en place depuis 15 ans dans le club? Du coup, après le rachat du club, De Laurentiis lui va renommer le club donc une nouvelle fois et qui va s'appeler le Napoli Soccer. Et pour Classe, c'est un ouais, américain. un petit nom américain là, et pour reconstruire cinéma, le club, il évidemment. va faire appel à nouveau à Pier Paolo Marino, qui était du coup directeur exécutif du Napoli en 86 et avait bâti l'équipe à Ouais, l'époque donc, de Maradona. Un historique qui est déjà là, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, vu qu'il n'y a pas trop d'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va principalement faire appel à des prêts et des recrues libres. Et donc, cette stratégie va être payante puisque le Napoli va remonter immédiatement en série B, puis en série A. Parce qu'en gros, on explique aussi qu'il a racheté le club, mais qu'il y a quand même eu cette relégation en série C. Ouais. Demandé la Voilà. FIGC, ouais. Ouais, c'était inévitable et ils ont réussi à enchaîner les 2 années de Les suite. deux montées directes. Et Ouais. pour l'anecdote, ce qui est rigolo quand on connaît l'antagonisme entre la Juve et Naples, c'est qu'ils remontent la même année que la Juve remonte avec Deschamps. Tu sais, quand ils Ah, sont bah oui, relégués c'est vrai. après l'affaire Oui, du t'as raison. Calciopoli. Ouais. Ouais, exact. Et bah, pour toujours remettre une couche sur la ferveur napolitaine, parce qu'on aime bien ça, en série C, ils battent des records d'influence avec 51 000 personnes au stade. Quoi. C'est une 51 000. Comme les 51 Rangers. C'est comme s'il y avait 51 000 personnes dans un match de national aujourd'hui en France. Quoi, ils font pas ça au Red Star? Non, je suis pas sûr. Mince. Pas sûr, 51 000, ça va être compliqué. Sur les Euh, 20-0, quoi. Donc en fait, De Laurentiis, il arrive parce qu'aujourd'hui, on va y revenir évidemment, mais il a une, on va dire une image plutôt controversée chez les supporters. On peut dire que son histoire d'amour avec Naples, elle part parfaitement bien au début. Est-ce qu'on peut expliquer un peu le profil de ce gars-là, qu'on comprenne un peu quel taré on a en face de nous?
Bah, c'est un président à l'italienne, quoi. Voilà, t'en parlais tout à l'heure, les présidents qui font les tours des stades à moto pour pas être dans le stade. Berlusconi, évidemment, on en a parlé longuement dans de différents épisodes. Lui, bah écoute, il s'engueule avec tous ses entraîneurs. Alors, justement, je pense que c'est important de le signaler, c'est que nous, on avait plutôt l'image d'un club assez stable. Qui, oui, a certes 8 ou 9 entraîneurs depuis qu'il arrive en 2004. On savait que lui était une personnalité forte. Ouais, on pensait que derrière, voilà. c'est stable. Et voilà, il y a que 3 directeurs sportifs en 18 ans, c'est quand même assez rare dans le foot moderne. Apparemment, c'est vraiment le bordel partout, quoi. Il s'engueule avec tous ses entraîneurs, notamment avec Benitez et Sarri. Évidemment, eux aussi, des personnalités fortes, donc il y a le côté un peu clash. Sachant qu'en plus, ils s'engueulent quand De Laurentiis s'engueule, ils s'engueulent via la presse, etc. Ah oui, non, mais si lui, il envoie pas un texto. Ouais, on n'est pas sur l'embrouille de couloir, il les flingue devant la presse. Alors je sais pas s'il lui donne avis de presse avant, c'est-à-dire qu'il lui dit bon, je t'allume ce soir, sois préparé. Non, je pense pas. Je pense que. Bon, ouais, il les allume quand même. Maison, ouais. Et apparemment, il allume aussi les joueurs. Le seul qui en a parlé parce qu'ils avaient un petit peu de d'ego, c'était Higuaín, quoi. Le petit Higuaín qui s'est arrêté récemment, c'est le seul qui en a parlé ouvertement, alors que les autres se taisent par respect pour le grand homme qu'il est. Le joueur qui a le record de buts sur une saison. Voilà, exactement. Et puis De Laurentiis, c'est quand même le mec qui te sort l'année dernière qu'il a perdu le titre parce qu'il avait recruté trop de joueurs africains qui sont partis à la CAN, quoi. Oui, et il a dit qu'il le ferait plus. Il le ferait plus. Aliou Cissé était pas ravi, mais écoute, en attendant, c'est quand même quelques cadres. Une déclaration d'un homme qui a la tête d'un club pleine de réflexion. Voilà. Après, pour sa défense, il a quand même de bonnes idées, et notamment quand il choisit de ramener Sarri au club, qui est à ce moment-là un entraîneur qui a fait du beau foot avec son équipe, mais qui est pas. C'est un banquier à la base. Ouais, voilà, c'est bibliothécaire, je crois. Bibliothécaire ou je sais plus. Sarri, pour moi, il est banquier. Il est banquier, mais à culpa. Bah, vu la cigarette à la bouche, ouais, il fume bien. Ouais. Ouais. Et en fait, tout le monde se fout un peu de sa gueule en disant mais c'est qui le tocard que t'as mis à la tête de l'équipe? Bon, on a vu que c'était pas une si mauvaise idée. Et dans les autres bonnes pioches, on peut citer Cristiano Giuntoli, qui est le directeur sportif actuel, qui arrive de la petite ville de Capri, qui est pas connu, même si là-bas il est assez apprécié. Et il vient donc de Modène, et il a une gestion qui est quand même très bonne et qui permet à Naples de perdurer et de s'installer en voyait tous Série A. Ils sont très bonnes, mais c'est vrai qu'on a parlé avec le compte du coup Napoli-France, qui avait l'air de dire qu'il a quand même fait des belles foirades qui sont passées bien foirées, qui sont passées sous les radars, donc il a eu des réussites, mais il fait de la masse, quoi. C'est-à-dire que il prend 25 mecs et que t'en as 3, 4, 5 qui marquent et les autres moins. Zach, toi tu voulais revenir sur des événements avec De Laurentiis pour montrer qu'il se clash avec ses entraîneurs très facilement. Bah ouais, par exemple, il y a l'année avec Ancelotti. Donc quand Ancelotti arrive, le club réalise plutôt un bon début de saison pendant la saison 2019-2020. Et tout tourne bien, et De Laurentiis décide d'imposer une mise au vert à ses joueurs après un nul un peu décevant en Ligue des Champions. Et ça va foutre un peu le bordel dans le club, puisque ça provoque la colère des joueurs. Et certains vont d'ailleurs se prendre la tête avec De Laurentiis. Et ce dernier, en réaction, il va carrément aller jusqu'à baisser le salaire de toute l'équipe, jusqu'à 25%. Alors, sauf Kevin Malcuit, qui lui était blessé ce jour-là, et qui souffrira pas de cette petite baisse de salaire. Bah, en tout cas, il le mérite, hein, donc voilà. Mais c'est la preuve que même quand tout tourne bien, il arrive un peu à trouiller la machine, quoi. Du mec. Et on pourrait penser d'ailleurs que à club un peu fou et un peu volcanique, président fou et volcanique, ça match. Et en fait, pas trop. Les tifosi, ils sont quand même pas fans de De Laurentiis. Il ment quand même beaucoup aux tifosi. Oui, c'est ça en fait. Il balance comme des trucs, genre il était le premier à la signature pour l'autre Cristiano, donc pas le directeur sportif, mais Ronaldo, qu'il allait mettre 100 millions sur Osimhen. Qu'il avait plein de projets de stade, etc., que ça allait très très bien, alors que le São Paulo, on sait très bien que il tremble et qu'il n'y a rien qui va. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il raconte un peu n'importe quoi aux tifosi, qu'aujourd'hui, une vie parallèle, sa vie professionnelle, on va dire à côté, sa boîte de production, ça marche pas du tout, alors que le Napoli est plutôt dans le vert, donc il profite un peu du Napoli. Donc ça clash un petit peu. Plus que ça, il profite clairement. Donc ça clash un petit peu, donc on verra si ça va durer. En tout cas, il se trouve que le Napoli, on va dire des années 2010 à aujourd'hui, a des résultats plutôt réguliers. Ça veut dire qu'il y a eu des deuxièmes places avec Sarri, on les voit régulièrement en Ligue des Champions, il y a eu des belles époques, on se rappelle les époques Kamzik, Cavani, Lavezzi, on a vu des très belles équipes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un peu la différence? Parce que déjà l'an dernier, ça part en boulet de canon avec Spalletti, ça s'écroule un peu en deuxième partie de saison. Là on repart sur les mêmes bases, mais même plus. Donc
on va s'intéresser un peu à Spalletti, histoire de voir ce qui a un peu changé dans ce club-là, si ça va tenir avec De Laurentiis. Qui est ce gars-là? Est-ce qu'il a les épaules pour ça? Alex, tu veux commencer sur lui? Ouais, parce que en fait, la question que tu poses, c'est aussi la question qu'on s'est tous posée avant de lancer l'émission, parce que Naples, je crois que je vais pas dire de conneries si je dis ça, mais on a tous envie qu'il gagne en vrai. Parce que c'est tellement cette ville est tellement une folie permanente qu'on a envie de l'avoir explosé pour de bon. Vous vous rappelez après le but de Koulibaly contre la Juve où il passe premier à 2 ou 3 journées de la fin. Oui, en supporter extérieur, t'es naturellement pour Naples parce qu'il y a bien l'histoire sûr avec Maradona et. Mais sauf que tu vois très vite aussi que, comme tu disais, c'est une ville volcanique, ça c'est le cas de le Ouais, dire. mais justement, je pense qu'il y en a qui sont assez partagés là-dessus parce qu'en fait, c'est une ville volcanique avec la pression, etc. Mais qu'apparemment, le stade, même si c'est en ébullition et le speaker notamment, il a plein de vidéos de lui, mais alors, c'est pas la pression qui les soulève. C'est pas la pression non plus qui les rabat, mais il y a, moi je te il y a pas dis, une pression populaire. Ce que disait quand même- Alex, c'est qu'en fait, un suiveur de foot extérieur, Naples a un côté extrêmement romantique. Ah, mais bien sûr. Et que si tu t'en fous des équipes en Italie, t'as une petite tendresse pour Naples. Ouais, ou Et c'est ou même Rome, pas, tu vois, dans ce même c'est style-là même pas aussi. Oui, cette mais pression. ça, c'est générationnel, je pense. Plutôt. Mais Ouais. Tant que c'est pas la Lazio. dans le, ouais. Oh oui. Dans le rapport fusionnel à leur équipe, j'ai eu la chance, comme je vous disais, d'aller à Naples. J'ai vu le match contre la Fio l'année dernière où ils perdent 4-3. Et je te jure qu'en ville, le lendemain, tout le monde était mais dévasté, quoi. C'est Oui, au non, bien restaurant, sûr, mais je partout. pense que- Enfin, tu vois, il y avait un truc de alors je comprends évidemment. Enfin, moi, je suis dans un état pathétique aujourd'hui à cause du match d'hier, tu vois. Mais là, c'était vraiment comme si la saison l'est avait moins. servi à rien. Tout était acheté. Il fallait garder personne. C'est de toute façon, cette équipe n'y arrivera jamais. Donc, il y a vraiment ce truc qui est ancré à Naples que déjà, ça fait 30 piges qu'ils attendent un titre de champion. Et aussi que Et alors justement, du coup, quand tu arrives dans un club aussi fort que ça, on va refaire un peu du coup le CV de Spalletti parce que De Laurentiis a quand même cette idée de faire venir pour récupérer le titre de champion, etc. Un entraîneur qui a pas eu que du succès, mais qui a pas eu d'énormes échecs non plus par le passé, qui est un mec qui est on va dire un peu un habitué de la Serie A, on le connaît tous, ce Spalletti. Est-ce qu'on peut retracer un peu son parcours pour ceux qui le connaissent moins et aller ensuite du coup expliquer un peu quel genre de coach c'est et pourquoi ça marche cette année? Bah déjà moi j'aimerais quand même un peu revenir sur son tout début de carrière d'entraîneur. Donc d'abord il est joueur, il a fait une carrière de joueur en série C, enfin rien d'exceptionnel. Et il finit sa carrière à Empoli où il va devenir entraîneur principal je crois 2 ans après. Et il va quand même réussir l'exploit de faire passer le club de la série C à la série A en seulement 2 ans. Donc 2 montées consécutives. Et de maintenir la Empoli en série A l'année suivante avec une belle 12e place. Donc c'est quand même à Et en souligner, plus, tu c'est vois. un jeune entraîneur à l'époque. Bah ouais, du coup il prend le poste, il a que 36 ans, donc c'est quand même et pour une première expérience c'est quand même un Ouais, sacré il exploit. Ouais. commence assez fort. Déjà pas beaucoup de cheveux, je pense. Encore une Ouais. fois. Non, je pense pas. Donc il commence assez fort. Et puis du coup, après le maintien d'Empoli, qu'est-ce qui se passe pour Spalletti? Où est-ce qu'il va? Bah après c'est un peu plus compliqué, c'est parce qu'il va aller à la Sampdoria. Sauf que à la Samp ça se passe pas bien du tout, il est limogé avant la fin de saison et le club sera d'ailleurs relégué. Et il se passe la même chose l'année d'après à Venezia où pareil il est limogé en cours de saison et le club est relégué aussi. Mais donc ça c'est une période un peu compliquée de sa carrière, mais il va quand même bien rebondir à l'Udinese. L'Udinese il y arrive en 2002 et son fait d'armes principal là-bas c'est qu'il va quand même réussir à terminer 4e avec le club en 2005 et donc qui va qualifier l'Udinese pour la Ligue des Champions. est-ce truc que était c'est vraiment l'époque improbable. Toto Di Natale? Ouais, c'est fort probable. Ouais, Ah, ouais. déjà à l'époque, ouais, c'est 2005, possible. ouais, 2005, S'il ouais. arrête sa carrière en 2010, 2012, Ouais, donc mais ouais, il doit même y un peu être. plus Ouais. tard. Ouais, clairement. C'est complètement l'époque Di Natale. Ah, la belle époque. Ça. Ok. Ouais, parce que Di Natale, nous on joue en Europa League contre l'Udinese genre en 2010-2011, il est encore là. Ouais, c'était quand même assez improbable pour un petit club comme l'Udinese de se finir en Ligue des Champions. Je dis pas que c'est. Non, mais c'est dingue. En c'est pas 2005, Guingamp, c'est mais un- c'est. En fait, c'est donc pas grand, quoi. c'est quand même un coach qui jusque-là du coup a fait des coups. Est-ce qu'on peut retracer un petit peu du coup sa carrière du coup de l'Udinese jusqu'à aujourd'hui, qu'on voit un petit peu son parcours? Bah, moi, je vais vous parler de la période Roma. Hein, Donc ça c'est combien de temps du coup après l'Udinese? On est en Bah, quelle année? c'est à peu près, c'est ensuite, c'est à peu près ça. Et voilà, il fait il part à Rome juste après l'Udinese parce que Rome avait besoin d'un nouvel entraîneur. Voilà, après le
le titre en 2001, en fait, ça s'est un peu cassé la gueule. Il y a quand même un petit joueur devant qui s'appelle Totti, quoi. Donc, ils se disent, bon, bah, essayer de rejuvener ça et de rendre un truc plutôt sympa. Quand il récupère le club, c'est en mi-saison, ça va pas trop. Et ben il enchaîne quand même 11 victoires d'affilée, qui est encore le record aujourd'hui, il me semble, de victoires d'affilée en championnat. Il passe de la 15e à la 5e place, mais c'est pas suffisant pour aller chercher la Ligue des Champions. Il fait une petite coupe de l'FA quand même, qui était quand même assez inespérée quand t'es 15e quand tu récupères le club. Il va faire une petite finale de coupe contre l'Inter, puis une nouvelle la saison suivante qui va perdre. La première, mais gagner les deux suivantes. Il est manager de l'année en 2006 et fait un très beau parcours en Ligue des Champions, notamment en 2008, où il devient le premier club italien à battre le Real Madrid sur aller-retour, avec notamment des très très belles performances de Totti au Santiago Bernabéu. On se rappelle de ça. On se rappelle que ça finit pas très bien aussi. Ça finit pas très très bien. Il y a une démission en septembre 2009. Je pensais au 7-1 contre Manchester. Ah, ça aussi, mais ça, le grand Ronaldo était là en face, non, pour tout Alors monter. qu'ils les battent à l'aller. Hein. Ouais. Alors que De Laurentiis devait le recruter. Faut pas énerver Ronaldo à ce moment-là. Voilà. Et non, mais après, voilà, il enchaîne une saison assez moyenne. Ensuite, et il démissionne en 2009. Ok. Et est-ce qu'on peut voir un petit peu la suite du coup entre 2009 et comment il arrive à Naples aujourd'hui, puisqu'il a, c'est quand même sa carrière, c'est vraiment les montagnes russes à Spalletti. Ça fait 13 ans entre deux, donc il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des hauts et des bas. Bah, je vais y aller. Écoute, il part quand même au Zénith, qui à l'époque est quand même un plutôt très gros club. Ils sortent de, je sais plus quand ils jouent la finale de la Coupe de l'UEFA, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Surtout qu'un club qui arrive avec des investissements majeurs. À ce bah clairement, c'est les débuts, l'ère Gazprom, quoi. Pour que les gens les plus jeunes comprennent, à l'époque, le football russe, notamment avec le Zénith, c'est un peu les Qatars de l'époque, quoi. Bah avant la guerre, c'était, ça allait un peu mieux. Ils sortent le chéquier pour Hulk. Il y a d'autres. Ouais, non mais c'est Diego, et voilà, il y a plein de très très bons joueurs. Il gagne pas mal la première saison, et après il fait 3 saisons sans titre quand même. Donc oui, il y a l'image de voilà, le Zénith est un grand club, Spalletti il gagne des titres, mais en fait il se fait totalement limoger après 3 saisons sans titre, parce que c'est quand même aberrant pour un club qui a massivement investi. Aujourd'hui on voit Malcolm et compagnie, mais ça devait aller un peu mieux, et ben il s'est dit quoi, on va retourner en Italie, et on va retourner à Rome, et il va remplacer l'illustre Rudy Garcia, qui ça allait bien au début pour Rudy, mais pas trop après. Parlons pas de Rudy, on parle de foot là. Oui, voilà. On a le même amour commun pour Rudy Garcia, toi et moi, Alex. Il arrive à la Roma où, évidemment, il connaît le contexte. Par contre, Totti, toujours pas très très fan de lui. Totti, il passe beaucoup de temps sur le banc après sa blessure et il est pas ravi, donc il publiquement le critique. Et il est en fin de carrière, donc dur à gérer. Voilà, dur à gérer. Enfin, et fin de carrière, il a encore 5 ans derrière de la Roma. Il a encore quelques années derrière, et puis il devient quand même super sub. Mais alors quel super sub, quoi. C'est vraiment Spalletti, on fait son homme de base depuis le banc. Mais il débloque plein de situations. Il y a un derby contre la Lazio notamment qui est magique. Remontada d'une place très très mauvaise avec Garcia, il revient à la 3e place, puis la 2e la saison suivante. Mais il y a quand même un désamour finalement à la Roma, où ils n'arrivent pas vraiment à accrocher avec lui, et il quitte le club par accord commun. Donc voilà. Suite à la 2e place. Suite à la 2e place, ça c'est en 2018. Avant qu'il parte à l'Inter, qui est pas terrible non plus comme expérience. Non. Mais qui partait pas si mal, il me semble. Qui partait pas si mal, mais en fait le contexte avec Zhang à l'époque, la situation financière de pire moment, voilà, il est pas aidé par le contexte. Et donc on va aller vite du coup. Il est viré et il arrive à Naples 2 ans après avoir été viré. Mais voilà, en fait pour expliquer du coup un peu, parce qu'on va revenir sur ce qui fait que ça marche aujourd'hui, les différences parce qu'il y a c'est quand même pas des pipes qui sont passés avant lui à Naples. C'est souvent des histoires qui partent très bien et qui se finissent pas toujours très bien avec Spalletti. Ça part souvent. Enfin voilà, il part en boulet de canon. Oh oui, c'est magnifique. Arrête, je suis excité. Et donc du coup, il débarque à Naples. Est-ce qu'on peut maintenant s'intéresser plus au style de coaching, à quel coach humain c'est Spalletti, pour que factuellement, parce que même déjà la saison dernière, quand il arrive à Naples, ça marche très bien. Alors que Naples sort de Ancelotti, de Sarri, etc., qui sont quand même des grands coachs reconnus. Gattuso. Ouais.
Mais quelle est la différence du coup entre Spalletti? Qu'est-ce qu'il amène de frais? Quel est son style de coaching? Bah c'est pas un dictateur, hein. C'est pas le mec qui va faire des mises au vert hardcore. C'est pas non plus le coach italien vieux de la vieille style Allegri. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que même dans toutes ses expériences, c'est un mec qui a toujours proposé un foot plutôt chatoyant, plutôt intéressant, et surtout qui a l'air de s'habituer, parce qu'on détaillera peut-être rapide après le jeu de Naples aujourd'hui. Mais c'est un jeu qui est vachement basé sur la verticalité, chose qui n'existait pas trop quand il était à Rome. Il a je crois, le deuxième plus gros taux de possession de balle en Italie, donc il a des idées et surtout il s'adapte très bien à son groupe. Moi, je trouve que ce que Tom disait, qui était très intéressant, c'est la gestion de Totti. Parce qu'on a pas mal dit qu'il avait du mal à manager les gros égos. Et bon, finalement, l'année dernière, tu vois, t'as quand même Insigne qui est là, Koulibaly, Mertens, des vieux de la vieille. Et ça se passe plutôt bien. Et peut-être ce qu'on peut dire, et on parlera sûrement du mercato après, mais c'est que le départ de ces cadres historiques l'a peut-être soulagé un peu. Et c'est peut-être ça qui a... Voilà, il s'est pas gêné à mettre un Insigné sur le banc quand il allait moins Ouais, bien. complètement. Et voilà, c'est la gestion de l'ego qui est quand même Mais donc, su le faire. Quoi. on est vraiment pas sur un coach dogmatique tactiquement, c'est un Non, mec clairement qui s'adapte à son groupe. C'est marrant parce que les derniers coachs dont on a beaucoup parlé sur Poto Carré, même l'an dernier quand on a parlé de Pioli à l'AC Milan, etc., c'est quand même beaucoup des coachs qui sont très humains et qui potentiellement tactiquement s'adaptent aux joueurs. Et je pense Graham que Potter, récemment, typiquement, Graham Potter aussi, je pense que récemment, il faudrait s'intéresser justement à l'intelligence des joueurs aujourd'hui qui sont plus indépendants, qui ont moins besoin d'un Mais je pense carcan tactique. Zach, tu voulais en rajouter sur Ouais, Spalletti non, en tant que je voulais coach? juste rajouter que, parce que t'as Koulibaly aussi qui expliquait en interview que Spalletti c'était quelqu'un avec beaucoup d'humilité et que à son arrivée, il a dit que Gattuso avait quand même fait un bon travail et il s'est pas dit je vais repartir de zéro, je vais tout changer. Il s'est quand même appuyé sur ce qui était déjà en place pour poursuivre le travail et c'est peut-être là aussi où il a pu gagner du temps et réaliser aussi un début de saison aussi canon, quoi. Donc il s'est appuyé là-dessus. Clairement qu'on se le dise, les tifosi, ils y ont cru avec Sarri. Après, quand je te dis, c'était pas mal. Bah, tout le monde y a cru avec Sarri, oui, je pense, avec hein. Gattuso, ils sont un peu redescendus. Ils attendaient pas grand-chose de la part Ouais, de il gagne une coupe, Spalletti. quand même. Oui, bien sûr, mais ce que Non, je veux dire, je parle du... en termes de titre, Voilà, moi je mais- parle du championnat, tu vois, Bien par sûr. rapport à comme Anoa. Bah, ils sont Et 7ème. Hein, donc quand même, avec Gattuso. Spalletti, ils s'attendent pas à un truc de malade. Et pourtant, quand il arrive l'an dernier, ça part très bien. Au Bah, début. c'est ça qui est un peu l'angoisse qu'on a tous Aujourd'hui. On n'a pas envie qu'il se casse la gueule, quoi. Après, pour revenir au profil, tu vois, et moi c'est un peu mon espoir, je vois un peu le destin de Spalletti en mode Ranieri. Tu vois, le coach qui est là depuis hyper longtemps, qui attend son titre en championnat depuis hyper longtemps, qui a une équipe qui est hyper agréable à voir jouer, que tu as envie de suivre et qui finalement, bah, on espère, va réussir Va aller à au bout. casser Ouais, histoire commune à la Roma. ce plafond. Ouais, en plus, ouais, et puis surtout l'éternel deuxième, quoi. Toujours. dire- Ouais. Tu veux dire Bah, que Napoli, c'est tu veux dire parfait. que Spalletti va finir à Nantes. Ah bah, Triste vie. ouais, Ou à c'est ça. Leicester. Ou à Leicester. Mais non mais ok, et donc du coup là voilà, l'an dernier, pour expliquer très rapidement, Zach, tu voulais peut-être y revenir, ça part très très bien, il s'écroule en deuxième partie de saison. Bah, il s'écroule, mais c'est aussi que quand même t'as un Milan qui carbure quand Ouais, même. il y a une Enfin, les adversité deux de ouf, Milan, il y t'as a raison, une bah, adversité ouais. de fou. Et Ouais, l'Inter est pas déconnant non plus. bah ouais, l'Inter Alors a que quand la même Juve- bien tenu. Bon, la Juve, on va pas en parler, mais cette année, moi je pense qu'il y a une carte à jouer parce que tu vois, c'est pas le même Milan que l'année dernière. Je pense qu'ils vont peut-être s'essouffler. L'Inter, je pense que l'Inter ça peut bien revenir en deuxième partie de saison, mais pour l'instant c'est pas trop ça. Donc ouais, il y a peut-être une carte à jouer pour Naples Ce cette qui saison. fait peur, c'est le spectre Spalletti qui a l'habitude de partir en boulet de canon en début de saison, de s'écrouler un peu en deuxième. Il y a aussi cet effectif très jeune, du coup on va peut-être y revenir, parce qu'il y a eu un chamboulement cet été, je suis pas sûr que beaucoup prédisaient une réussite aussi précoce. Je pense qu'on s'attendait à ce que le club se reconstruise un peu. Il y a eu beaucoup de cadres qui sont partis, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, et pour l'instant, quasiment que des réussites, Tom. Ouais, bah écoute, il y a eu un grand changement, comme tu dis. Baisse à 27% quand même de la masse salariale, c'est quand même pas donné. Et alors... Laurenti était très content. Ah bah, ça. Ah bah oui, ça a pu financer quelques films peut-être. Mais alors je vais vous donner quand même de Boulard. je vais vous donner quelques noms juste pour vous montrer à quel point les départs c'est important. Donc titulaire dans les buts, Ospina, Fabian Ruiz au PSG qui est quand même
l'homme de base, un peu Napoli, il y a toujours eu cet homme de base. Qui a un Jorginho. départ bizarre, hein. Quand on regarde le Napoli depuis Ouais. 3-4 saisons, on se dit Fabien Ruiz, c'est Ouais, un des mais meilleurs joueurs du Napoli. il a eu beaucoup de blessures Ouais. aussi et jamais vraiment confirmé depuis son euro magique avec l'Espagne. Koulibaly, évidemment, parti à Chelsea, c'était un choc. Ça, c'est un problème de Mertens, Cannes. Voilà, bon. Mertens, alors lui, c'est marrant parce que les tifosi sont assez d'accord là-dessus, c'est alors que Insigne, vraiment, genre, t'aurais imaginé capitaine, homme de la ville, etc. Mais en fait, c'est plutôt Mertens qui s'est vraiment installé. Il y a la petite histoire qui est racontée par l'équipe, c'est que Mertens, son fils, s'appelle Ciro, qui est un nom typiquement de Naples. Donc ils étaient vraiment touchés par le départ de Mertens en Ce Turquie. qui s'explique aussi, c'est qu'il y a un départ d'Insigne jeune vers une destination exotique, ce qui est plus dur à comprendre, Ouais. et que Mertens ne voulait pas partir de Naples. Hein. Ouais. Mertens est amoureux de Naples, il voulait rester, sa femme, il s'est marié avec sa clairement, femme ouais. là-bas, ses gamins sont là-bas, donc Mertens il était c'est plus un performant, en plus. crève-cœur. Ouais, c'est ça. Il était plus performant. Je vous conseille juste de le suivre sur les réseaux Ouais, sociaux il est trop parce que drôle. c'est un mec Il est qui est trop drôle. vraiment Ouais. rigolo quoi. Il est très marrant. Et par contre, clairement, sa gamine est affreuse. Elle est chauve. Ah ouais. Regardez la photo de présentation à Galatasaray avec sa femme. C'est une catastrophe. On dirait un politique de 55 piges dans les bras. C'est un enfer. Et t'as le départ officiel de Milik, mais bon, ça c'était plus ou moins acté. Adam Ounas à Lille. Petagna, on en a parlé un peu avec Monza. Et puis, le plus grand joueur de Naples récemment, c'est Malcuit, quoi. Il est parti aussi. Donc, tout ça, Saloperie de c'est croisé. saloperie de Kevin. croisée. Donc, c'est toute la colonne vertébrale plus ses ailes. C'est vraiment la croix du Christ qui est partie de Et Naples. Kevin Malcuit. Lui, c'est le Christ. C'est celui qui manquait. Sauf que lui était plutôt déjà parti. Quoi. Et les noms qui arrivent, on n'est pas sur de la grosse star. Ah non. Là, clairement pas. Il y a Zambo Anguissa qui était déjà au club la saison dernière en prêt, qui est officiellement signé. C'était quand même pas évident, Alex, pour en parler. Niveau marseillais, c'était pas terrible. Jamais j'aurais prédit. Personne une n'y aurait carrière cru, comme ça. ce mec, hein. Il part pour incroyable. 25 millions quand même. Moi, potentiellement, Fulham, je suis non, pas déjà. sûr que ce soit le même. Mais il est énorme. Hein. Fulham, il était pas vraiment. terrible non plus. Villarreal, Fulham, en vrai, Fulham, il surnageait déjà Ouais, un mais peu ça dans dépend un le peu du marasme de contexte. Fulham. Voilà, c'est un peu ça le problème. Après, t'as le prêt d'Ndombele, on en parlera un petit peu, mais Ouais. c'est vraiment On peut en intéressant. parler maintenant. Euh, On verra peut-être. Il est vraiment très intéressant. Pour l'instant, ça On est marche. sur du Après, on verra avec mastic, quoi. Ndombele, on fait toujours gaffe. Voilà, parce que- c'est ouais. ça. Et puis, je vais balancer les autres noms et on pourra décliquer un peu tout ça. Mais t'as Kim Min-jae dans Allez, à l'autre, non, après Oliveira, Pourquoi, Jules Raspadori, Ostigard, Simeone, Sirigu. Tout ça, ça fait des très très beaux noms. Et Kvisha Kvaratskhelia, qui est évidemment la grande star avec le nom imprononçable, le Georgien, comme tout le monde l'appelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ça, tu regardes Kim Min-jae, il y a eu un peu, on a entendu parler en France parce qu'il y a eu le truc avec Rennes, sinon on n'en entend Bien jamais sûr. Il parler. devait signer à Rennes. Ouais, bah il y a J'ai pas eu. suivi. Ah bah si, en gros, Kim Ah ouais Min-jae, Ouais, c'est pour ça qu'il est dégoûté, il est bien Il dégoûté. remet le couteau dans la plaie. Ah, le duo de Kim Min-jae Ah et ouais, il m'a Théâtre. taclé sur l'intro là, avec le match d'hier. Non, mais voilà, c'est quand même culotté de sa part de vouloir faire de la vanne aujourd'hui, mais je ferai rien. J'essaye, Voilà, j'essaye. Par c'est ça. respect. Non, mais il y Non, a mais plus- en gros, même les Raspadori, Espoir qui joue à Sassuolo, etc. Ostigard qui jouait pas à Brighton, Non. Simeone. Bah, on bon connaît. attaquant Sympa, de mais sans Sumena, plus, quoi. bon attaquant de Simeone, on connaît. Simeone, Simeone, ça pour peut but dans la prendre saison. son t'es talent. content. Voilà, Ouais. bon attaquant de Serie A, mais sans plus, Sirigu, fin de carrière. Enfin, et pourtant, tout ça, ça prend bien. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui sont revenus en forme, voilà, Lobotka, etc., qui se sont vraiment installés, qui ont un vrai rôle maintenant. Non, franchement, c'est impressionnant parce que. Surtout ce qu'avait l'air de dire aussi les suiveurs de Naples, c'est qu'en fait, pas mal de petits jeunes de l'époque qui sont maintenant sur le banc permettent à l'équipe d'avoir une vraie densité. Ouais, Je pense, clairement. je pense à Démé, à Elmas qui font Ouais. des rentrées, etc. Qui sont des joueurs qui étaient passe-partout il y a 3 ans, parce que trop jeunes. Là, ça commence à avoir un vrai groupe Ouais, consistant. c'est des espoirs. Et puis même, tu regardes, t'as Osimhen qui se pète, aucun problème, l'équipe continue de tourner. Ouais. Mario Rui, franchement, qui pensait qu'il allait atteindre ce Di Lorenzo niveau-là non plus. Bah, L'arrivée cette de saison, la concurrence lui a fait du bien aussi à Mario Rui, j'ai l'impression. Parce Ça, qu'avant, c'est il vrai. avait Kevin Malcuit derrière, donc il Bah, était plutôt écoute, tranquille. c'est pas pareil, hein. Et est-ce que du coup on va s'attarder un peu sur le style de l'équipe et après on reviendra sur les joueurs qui pour vous sont les pièces maîtresses de cet effectif. Comment ça joue ce Naples là, parce que c'est quand même assez sympa à regarder jouer. Tu l'avais t'as un peu commencé, c'est très vertical. C'est la plus belle équipe d'Europe en ce moment, hein, enfin largement. Hein. Ils proposent un jeu de fou où en fait ils switchent très vite entre des phases de possession et une verticalité qui est assez démentielle. Et du coup, ils ont une capacité en 3 passes à complètement renverser un bloc. Et c'est vrai qu'il y avait, je regardais le match contre Sassuolo, t'avais presque un dépit chez les joueurs de Sassuolo en mode mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, tu vois. Surtout que c'est typiquement ce qu'ils faisaient eux l'année dernière Ouais, avec ouais, De Zerbi ouais, ou 2 complètement. ans, quoi.
Complètement. Du coup, en 3 passes, t'as le système adverse qui est éclaté. Et puis, on parlait de Kvaratskhelia. Ouais, voilà. Kvaratskhelia. Fallait qu'il y en ait un qui se rate. Ouais, appelé Cavara. Qui, Maradona. Varadona, sinon, ouais. Enfin, vous voyez de qui je parle. Qui, du coup, C'est Voldemort le truc. en 1v1, enfin, tu vois, il a une capacité d'élimination Lui, il est impressionnant. qui est Il est assez complet, il sait qui est tout faire. fascinante, ouais. Donc, en fait, t'as vraiment, c'est le mot qui revient tout le temps là. Tout le monde dit ça, le rouleau compresseur, mais c'est vrai que quand tu les vois jouer, bon, à part hier contre Liverpool, ouais, mais c'est un première défaite de la contexte pourri, saison, ouais. ils sont quasiment Termine quand même assurés premier, d'être de toute premiers. C'est la tu vois, défense enfin, B qui est derrière. Ouais, enfin, Ouais. il fallait en concéder 4 ans de fil, je pense que. Ouais. mais il Mais roule c'est sur marrant tout le parce monde. que Zambo Anguissa, à l'époque de Marseille, on l'appelait quand même Monsieur passe latéral. Là, Ah bah, il arrive à jouer attends, vers mais l'avant. Zambo Anguissa, rappelle-toi que c'est lui qui perd le ballon sur le but Bah oui, je me rappelle. de l'Atlético. Après, en c'est pas un finale cadeau de la part de Steve. Non, c'est vrai, Mais oui, non mais voilà, non mais pour l'instant il sublime ses joueurs. C'est aussi la petite inquiétude qu'on peut avoir pour le Napoli, c'est d'avoir des joueurs entre guillemets sub-top ou moyens, franchement moyens, qui pour l'instant surperforment, voir si ça va durer toute la saison. Est-ce que pour parler de ces joueurs-là, donc on l'a dit, il y a un jeu très vertical, etc. Qui sont les animateurs de ce système-là? Qui sont les hommes forts depuis le début de la saison dont vous avez envie de parler un peu chacun? Moi déjà j'ai forcément envie de parler d'Osimhen qui vraiment apporte cette verticalité avec sa vitesse, ses appels et qui est quand même un tueur devant le but, enfin ça rate très peu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en attaque il y a une profondeur de banc aussi, tu vois, un Giovanni Simeone qui, enfin j'ai pas l'impression qu'il rate beaucoup d'occasions, donc c'est quand même rassurant d'avoir ça, et même un Raspadori un peu plus profil de faux neuf qui t'apporte aussi des alternatives par rapport pourquoi pas à certaines équipes, d'autres organisations. Mais c'est vrai que tu fais bien parler d'Osimhen, parce que je voulais préciser ça par rapport à l'an dernier. Est-ce que la saison du Napoli est la même l'an dernier si Osimhen n'est pas absent 3 mois et demi pour son horrible blessure? Il revient avec un masque et tout. Ah, c'est comme ça que je l'appelle, la canne. Après, c'est surtout sur la fin en vrai qui se rate Naples. Donc, Oui, ouais. mais bon. Et que Milan. Enfin, le mec, il se fait. fait 32 points autour de l'œil, il revient avec un masque, quoi qu'il arrive, je pense qu'il est pas au max du max. Mais oui, il y a une grosse profondeur de banc en attaque. Après, c'est assez complet. Est-ce que vous voulez parler peut-être d'autres joueurs? Parce qu'à toutes les lignes, il y a du monde. Bah ouais, bah moi je te parlais de évidemment Kvaratskhelia, ça va, ça passe. Ouais, c'est bon. Qui est le joueur dont tout le monde parle, donc je vais pas détailler 3 plombes Surtout dessus, qu'il mais vient de nulle part. bah c'est ça, c'est pour ça que l'ambiance était ultra morose au début de la saison, Ouais. c'est qu'il est recruté je crois pour 10 millions. D'ailleurs il y avait Willy Sagnol dans l'after qui racontait qu'il l'avait proposé à plein de clubs français, que t'as même des mecs J'ai eu qui peur lui parce ont, qu'avec Willy, tu es avec les antécédents. bah, C'est vrai c'est qu'il le- avait dit c'est qui l'autre gitan qui vient de l'Est? Il aurait été capable. Bah, ça aurait été fort quand même pour le sélectionneur sélectionneur de la Géorgie, quoi. de parce la que- Géorgie, ouais. Et il raconte cette anecdote assez savoureuse qu'on aime toujours dans Poteau Carré, qu'il a proposé donc Kvaratskhelia à des clubs français qui lui ont répondu non mais peut-être si vous le naturalisez, s'il était naturalisé sud-américain, ça Non, mais marcherait même, mieux faut lui pour les changer un nom supporters. latin. C'était Ouais, ça voilà, qui lui c'est était ça, ouais, un c'est truc ça, de fou. c'est ça. Et il y a Et, des histoires franchement de ouf avec lui. C'est qu'il quand même il fait son petite expérience. Il a 5 clubs déjà, à 21 ans, il a 5 clubs. Il fait son petite expérience au Rubin Kazan qui se passe moyen. Et puis bah la guerre éclate en Ukraine. La guerre. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, ça fait plus trop dans les infos aujourd'hui, mais ça existe encore. Et puis évidemment, bah, tous les Géorgiens qui sont un peu situés pas très très loin de l'Ukraine, etc., qui sont un peu inquiets pour leur famille, bah, ils se disent on va tous rentrer. Donc lui et tous ses potes se retrouvent dans leur club d'origine. Et donc ils font tous un contrat. Alors c'est très bien expliqué dans la formation SV, mais ils font un contrat de 3-4 mois. Truc assez exceptionnel, pour que tous les joueurs géorgiens puissent revenir et quand même retrouver un super club derrière. Et c'est ce qui se passe exactement comme ça. Hein. C'est, donc c'est une vraie- 8 buts en 11 matchs. Il y en a d'autres. Donc Il y en a un autre en Ligue 1, je pense. C'est quand même un aussi. vrai pari et une vraie surprise qu'il fallait tenter. Et en fait, il a subi en fait un peu au début un délit de sale gueule, mais potentiellement s'il est recruté par le Barça il y a 1 an et demi, tout le monde dit qu'ils ont misé sur une pépite de dingue. Ah bah bien sûr. Et j'ai l'impression il y a, qu'il y a que des les histoires. Français qui misent pas sur les pépites. Non, mais bizarrement. Ouais, mais ça c'est On vrai. a Mais il y a recruté la Juve Laurent aussi qui Mayer. est pas. La Juve a pas mis son Ah argent oui. dessus non Ok. plus. Il y a un an. Donc pas mal de gens sont passés à côté. Comme autre joueur, on peut parler du défenseur Kim Min-jae qui est franchement très impressionnant, sans aucune rancœur aucune, qui est vraiment très bon. On a parlé de Zambo Anguissa. Voilà, il y a une colonne vertébrale. Meret est très bon au goal. Ça fait longtemps qu'on parle Ça c'est de. une surprise. presque. Ouais, et ça, Ouais. parce que Oui, ça fait parce qu'on tellement l'avait longtemps oublié, qu'on l'attend, quoi. Meret.
Ouais, mais on en l'attendait fait, plus en fait. faut imaginer que le club a quand même passé presque tout l'été à essayer de recruter Oui. Navas et ils se retrouvent avec Sirigu à la place. Donc rapidement ils ont dit bon bah Meret va falloir le faire jouer et puis il a un jeu au pied quand même assez surprenant qu'il Non mais avait t'as pas l'année raison, dernière. en fait cette anecdote elle dit aussi beaucoup de la surprise qu'est cette saison parce qu'il Non, y mais avait c'est ça. tellement d'éléments défavorables où tu te dis bon bah Spalletti ça va pas le faire, le recrutement on connaît personne et finalement En c'est- plus c'est pas aidé par De Laurentiis qui invente un peu des rumeurs aussi je pense. Je sais pas si Navas était vraiment vrai mais il invente plein de trucs et donc forcément le club se retrouve avec pas des inconnus mais beaucoup d'inconnus quand même hein, à part les Raspadori etc qui jouent en championnat Et finalement, c'est peut-être un peu, finalement, c'est peut-être un peu ce qui pouvait arriver de mieux à Naples, finalement, parce qu'on les attend tous les ans. Là, personne les attendait, ils surprennent tout le monde. C'est peut-être la position qui leur va le mieux. Tu voulais rajouter un truc, Zach, et puis après, on va passer un peu, après, on va passer quand même un petit peu à vos pronos pour Naples sur le moyen et long terme. Non, mais c'était pas pour ajouter grand chose, mais ouais, ce qui est dingue, c'est quand même que tu recrutes, tu bases ton recrutement sur des joueurs dont t'attends rien du tout, tu perds des piliers qui faisaient carrément tourner l'équipe ces dernières saisons. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que ça s'intègre directement dans le collectif et que ça fonctionne comme s'ils étaient au club depuis plusieurs années. En fait, t'as pas Ils l'impression. ont tous été presque qu'ils- remplacés en mieux. Si tu regardes Kim Min-jae, il a remplacé Koulibaly. Je pense qu'aujourd'hui, sur le Koulibaly de la fin, il est plus performant. Bah, c'est ça, ouais. Il a Puis sûrement ils été ont tous remplacé 10 par ans de moins, Kvara. quoi. Kvara qui est incroyable, ouais. Devant Raspadori et Osimhen, ils font largement le taf de Mertens. Et en fait, ils ont fait un glow-up sans s'en rendre compte, quoi. Ouais, ils ont une vraie profondeur de banc je pense que c'est surtout ça qui les aide hein, notamment la fin de saison dernière tu perds à Oui, Osimhen ils ont aujourd'hui manqué. tu mets Joe Simeone bon c'est Aucun pas problème, exactement pareil c'est Ouais. pas le même profil mais ça peut marquer des buts mais je pense qu'il faut aussi souligner quand même ceux qui étaient déjà au club qui sont glow-up Ouais. hein. Zelensky a pris un tout nouveau rôle Enfin, enfin voilà moi je vais quand même souligner Lobotka qui quand Ouais, même a été ouais. encore monstrueux malgré la mauvaise performance hier soir les commentateurs en ont parfois été bons ils ont parlé de la comparaison avec Jorginho sous Sarri et de Pizarro déjà à l'époque de Rome Ouais. sous Spalletti où il joue ce rôle où il a la pression tout le temps sur lui mais il arrive à se retrouver dans des espaces qu'il n'a pas toujours évident une sorte de comparaison avec Verratti mais plus rapide alors qu'il tient vraiment sur ses jambes et il fait pas autant de fautes évidemment mais voilà c'est hyper impressionnant faut regarder si vous regardez un match de Naples regardez vraiment Lobotka et vous Lobotka, trouverez- c'est typiquement le genre de joueur qui, en fait, étrangement, possiblement, le départ de Ruiz lui a fait du bien. Et il a un peu bah, libéré au milieu de c'est une terrain. place de titu quoi Ouais. Oui, mais du Tout coup, de de la suite, ça aide, quoi. régularité et plus de Ah, mais responsabilité. bien sûr. Et du coup, ça bien sûr aide à les prendre. Je vais vous demander chacun très rapidement, du coup, ce que vous pensez un petit peu de ce que va être la fin de saison de Naples. On l'a dit tout au long, on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais plus, du coup, de voir avec De Laurentiis, avec machin, à moyen long terme, qu'est-ce qu'on peut attendre de Naples. Est-ce qu'on va avoir une renaissance comme le Milan et l'Inter, s'installer pour jouer le titre tous les ans, ou est-ce que en fait c'est une embellie, ils vont revenir gentiment jouer avec des champions tous les ans après, tranquillement. Bon, moi, ça me paraît un peu fragile pour espérer qu'ils jouent le titre tous les ans, parce qu'on vient quand même d'expliquer pendant 1 heure qu'il y a pas mal de circonstances favorables, un peu de hasard, l'engagement de De Laurentiis, combien il va mettre dans le club, est-ce qu'il va pas juste revendre les joueurs qui auront pris de la valeur, enfin... C'est assez dur de se projeter. Après, c'est pas un mec qui vend facile, De Laurentiis. Hein. C'est pas. Oh non. Genre, Oh il a non. pas une offre 20 millions, je vends quoi. C'est faut vraiment que ce soit hyper 150. intéressant. Ouais, voilà, plutôt. Ouais. Du coup, moi, je t'ai dit, le scénario, il est tout écrit. Spalletti, c'est Ranieri, il va gagner son premier titre important cette année. Et Naples va être en feu et ça va être incroyable. Après, les saisons à venir, je suis moins, Ouais, c'est je suis impossible moins de se emballé. prononcer. Moi, j'aime bien ta prise de risque. On se donne rendez-vous en fin de saison. Zach, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi sur le court terme, là j'ai bien envie de croire au titre cette saison quand même. Je pense que c'est largement faisable. Après sur le long terme, comme Alex, je pense pas non plus qu'ils pourront jouer le titre chaque année. Ça risque d'être compliqué, mais ça va quand même rester un bon club européen, je pense. D'autant qu'avec tout ce qu'on a dit juste avant, il peut se passer des dingueries avec De Laurentiis potentiellement. Ça se Bah trouve, c'est ils ça, en on peut faillite dans 2 ans, pas les gars. savoir quoi. Il suffit qu'il pète son Ouais, câble et c'est ça, ouais. que le club en souffre quoi. Oui, Donc, clairement, à voir. tout le Ouais. monde. Toi, Tom, t'es du même avis que nos deux amis? Bah écoute, ouais, plus ou moins. C'est vrai qu'après, faut quand même prendre en compte un élément qui est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Ouais. Alors, On va être sur Napoli- une autre saison l'an Non, mais prochain, bien sûr. Et le truc, c'est qu'ils ont l'avantage entre guillemets d'avoir Mm. beaucoup d'Italiens Ils perdent 5 joueurs. qui perdent Ouais. 5 joueurs. Donc voilà, donc Lozano notamment, dont on n'a pas parlé du tout. Bon, les Anguissa et compagnie. Mais donc évidemment, il y a tout le risque. Kim Min-jae, notamment, s'il se blesse à Kakore, bah tout de suite c'est un peu plus compliqué, même s'il y a le retour de blessure de certains joueurs. Même si une profondeur de banc, tu peux avoir une toute autre saison, de toute façon, après la Coupe du Monde. Donc tout est possible. Moi, j'y crois quand même au titre cette année. La Juve, ils n'ont moins bien. Mourinho, bon, ça, il arrivera peut-être un jour. La Lazio, ça va aussi.
Mais généralement, il y a une sorte de consortium de 6-7 clubs là-haut qui va bien, mais qui peut se toller à un moment ou à un autre. Naples peut se toller, mais a quand même, entre guillemets, la possibilité de se toller On a quand même moins que les autres. on a quand même l'impression que ça va jouer entre Naples, Inter et Milan AC. Ouais. Et encore, l'Inter, c'était pas gagné en début de saison. Oui, en fait. avec les cartes qui vont être quand même rebattues après la Coupe Et du long Monde, terme, avec les préparations qui vont être faites à nouveau. On va commencer une nouvelle saison. Bon les gars, je suis désolé de vous couper. C'est vrai que c'est patient. On pourrait en parler des heures. C'est ça qui est frustrant avec un club comme Naples, c'est qu'on pourrait vraiment en parler très longtemps. On a d'ailleurs été très long, mais je vous jure qu'on s'est retenu. J'espère quand même qu'on a appris des choses un peu à droite à gauche à ceux qui s'intéressent de près au club et qu'on a donné envie du coup à ceux qui s'y intéressent de loin de s'y intéresser de plus près. Les gars, maintenant on va aller direct sur vos chroniques. On va commencer par toi, Zach. Tu vas aborder un gros match à venir ce week-end, Chelsea-Arsenal, et on est sur une vraie opposition de style. Ouais, bah Chelsea-Arsenal, un choc des opposés entre deux équipes qui se différencient dans bien des domaines ces derniers mois. Opposés d'abord sur le recrutement. Après avoir acheté Chelsea le 30 mai 2022 pour près de 5 milliards d'euros suite au départ forcé de Roman Abramovich, les nouveaux propriétaires du club, Todd Boehly et Clear Lake Capital Group, ont mis la main à la poche dès leur premier mercato estival. Au total, ce sont pas moins de 282 millions d'euros, rien que ça, qui ont été investis dans des top joueurs à leur poste comme Wesley Fofana, Marco Kurela, Kalidou Koulibaly ou Pierre-Emerick Aubameyang. Le message est clair donc, l'objectif est de retrouver les sommets nationaux et continentaux à court terme. Et si Arsenal a également mis les moyens cet été avec les arrivées de Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko et Fabio Vieira, ces joueurs ne sont que les pièces manquantes d'un puzzle débuté lors de l'été 2021 avec l'arrivée de jeunes joueurs moins huppés mais destinés à s'installer sur le long terme. Une vision différente de deux clubs londoniens parfaitement résumée par la gestion de leurs entraîneurs. Qui sait en effet ce qui serait advenu de Mikel Arteta si ses dirigeants s'étaient montrés moins patients. Après un début de saison 2021-2022 catastrophique marqué par 5 défaites de suite en PL, les Baby Gunners ont vu leur Baby Guardiola tout proche d'être limogé. Un faux départ finalement rattrapé au cours de la saison au niveau comptable, mais pas que, avec un plan de jeu de plus en plus précis, qui on le voit actuellement arrive à maturité. Les Tomiyasu, White, Odegaard, Saliba ou Martinelli ne sont déjà plus des promesses, mais bien des valeurs sûres. Le ciel est loin d'être aussi bleu du côté de Chelsea cette saison, où Thomas Tuchel a été prié de faire ses valises dès le 7 septembre. La faute à des tensions avec les nouveaux propriétaires et un début de saison mitigé. Cruel pour un coach qui a su redresser les Blues en perdition dès son arrivée en janvier 2021, pour les mener ensuite à une victoire en Ligue des Champions 4 mois après. Pour le remplacer, Todd Boehly a fait appel au magicien de Brighton Graham Potter, un coach de qualité, mais qui va avoir besoin de temps pour mettre en place son projet de jeu, n'en déplaise aux dirigeants. La preuve, avec un Brighton sans pitié pour son ancien coach qui a tapé Chelsea 4-1 samedi dernier. L'opposition de style est également visible sur le terrain avec deux systèmes distincts. Potter a d'un côté gardé le 3-4-2-1 inauguré par Tuchel, qui permet une exploitation de la largeur du terrain avec des pistons très offensifs. Et en face, Arteta alignera sûrement son 4-2-3-1 qui tourne si bien depuis le début de saison. Les deux techniciens se rejoignent cependant sur les ambitions, proposer un jeu de possession avec des transmissions rapides, qui semble pour le moment mieux maîtrisé du côté des Gunners. Pour finir, une dernière différence majeure est également visible au niveau statistique. Alors que Chelsea se montre plutôt solide face à ses concurrents directs, Arsenal fait office de victime du Big Six et a tendance à se faire bouffer par les grosses écuries de PL. Les hommes d'Arteta ont ainsi perdu 7 de leurs 10 chocs la saison dernière, et pourtant, la donne semble avoir changé cette saison. Chelsea est d'ailleurs le seul rival qui réussit véritablement aux Gunners, avec 4 victoires lors de leurs 5 dernières confrontations. Avec un Arsenal qui s'est reconstruit patiemment et avec cohérence, et un Chelsea qui repart de zéro, et qui semble très impatient, le rapport de force semble donc s'être équilibré, et nous laisse espérer un derby de qualité ce dimanche. Merci Zach. C'est vrai que c'est très cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, moi je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Arsenal Chelsea aussi excitant. Ça faisait quelques bonnes années. Toi Tom, tu mates souvent la première ligue, petit prono préférence pour dimanche? Ah bah j'espère Arsenal, c'est une équipe qui me fait vibrer, peut-être pas autant que Napoli, mais c'est vrai que je me retrouve rarement, tu vois, en tant que fan de United, c'est quand même assez rare de dire que putain j'aime bien Arsenal. Bah là, ça joue bien. Voilà, ça joue vachement bien, et dès qu'il y a une belle action, quand même assez souvent, notamment ce week-end, c'était vraiment incroyable le 5-0. Bah t'as envie de te lever ton canapé et de crier comme au mort de Fonseca quoi. Le Arsenal à l'ancienne. Ouais. Bah justement, toi justement malgré le fait que tu sois britannique, ta passion batave n'est jamais loin Tom, et tu voulais nous parler du PSV de Ruud van Nistelrooy. Absolument. Je vais vous parler du pays du vélo, de Beteballen, du Total Football et du pays de Johan Cruyff. Ce week-end aux Pays-Bas, c'est le choc au sommet entre l'Ajax et le PSV, le leader contre le dauphin de l'Eredivisie. Bien que l'Ajax ait eu plus de mal cette saison en Ligue des Champions, dans un groupe certes compliqué avec Liverpool et donc Naples,
Les Ajacides restent leaders de leur championnat. Mais c'est ce qui reste particulièrement intéressant dans cette confrontation, c'est les joueurs d'Eindhoven. Auteur d'une saison en dents de scie l'année dernière avec l'excellent Roger Smith, parti depuis au Benfica, le PSV avait très bien démarré la saison avec une victoire 5-3 dans l'équivalent du Trophée des Champions face à l'Ajax en juillet. Malgré les départs de Götze, Doan et Bruma, une certaine excitation autour du Philips Stadion, car l'une de leurs anciennes légendes est arrivée sur le banc, Ruud van Nistelrooy. Buteur iconique des années 2000, notamment avec Manchester United et le Real, le neuf néerlandais avait également passé 3 belles saisons avec le PSV, marquant tout de même 62 buts en 67 matchs. Un buteur redoutable qui raccroche les crampons en 2012 après une expérience mitigée à Malaga. Dès 2013, il passe sur un banc, devenant l'entraîneur des attaquants des équipes de jeunes du PSV. Il continue de se former en prenant le poste d'assistant de Guus Hiddink avec la sélection batave, poste qu'il gardera pour l'Euro 2020 aux côtés de Frank de Boer. Ses expériences en sélection lui permettent de se former petit à petit. Il prend surtout les commandes d'abord des U18 puis des U21 du PSV, permettant au monde du football de réellement connaître quelle est sa patte d'entraîneur. Pressenti pour reprendre l'équipe première, il refuse à plusieurs fois le poste, préférant garder soit l'équipe réserve, soit prendre un club de plus petite taille comme Heerenveen. Mais en voyant que d'autres entraîneurs approchaient par le club pour le remplacer Schmidt, il a finalement changé d'avis lorsque Marcel Brands est devenu general manager du club cet été. Le voilà donc lancé dans le grand bain, avec un groupe de qualité. Mais quelle est la patte Van Nistelrooy ? Inspiré principalement par Marcelo Bielsa, nombreux observateurs y voient plutôt du Bobby Robson ou même du Diego Simeone. Un entraîneur moderne qui s'adapte, mais probablement qui cherche encore réellement quel est son style. Ce qui est sûr, c'est qu'il a quelque peu dans la lignée de son prédécesseur. Schmidt, issu de la formation Red Bull, avait donc imprimé cette patte de total football, mais de football très intensif et tout-terrain, qui avait causé de nombreux problèmes en fin de saison à son groupe, à cause de la fatigue et donc de la désorganisation de son équipe. Van Nistelrooy garde quelque peu cette folie en attaque, avec des ailiers qui rentrent à l'intérieur, pour laisser la place aux latéraux et créer de l'espace constamment dans le dos des défenses. Cependant, lorsque son équipe doit récupérer le ballon, on voit certes des attaquants qui pressent, mais surtout un bloc défensif qui recule très vite pour se remettre en place. C'est un peu désordonné, mais c'est surtout plus traditionnel dans le sens où il faut moins se faire contrer par les adversaires. C'est une équipe plaisante à avoir joué cependant, avec énormément de mouvements en attaque, mais qui repose surtout sur les défenses individuelles. Avec Luc de Jong comme avant-centre, c'est toujours pas une partie de plaisir. Mais c'est en se reposant sur des contres électriques menés par Cody Gakpo et la révélation Xavi Simons, bien plus en vue qu'au PSG, les différences sont rapidement faites. Malheureusement pour eux, les adversaires se regroupent maintenant devant leur surface et empêchent les plans du PSV, menant à un jeu très stérile et quelque peu stéréotypé. Victorieux de Monaco mais défait par les Rangers dans la qualif de Champions League, les hommes de Ruud van Nistelrooy ont enchaîné de nombreuses victoires, notamment contre le Feyenoord dans un match complètement fou, avec un 4-3 mémorable, le vrai football total. Les observateurs s'unissent cependant pour dire que l'entraîneur se cherche encore et a du mal contre les gros clubs. Le match ce week-end est donc primordial. Un point derrière avec un match en plus, le PSV ne peut pas se faire distancer par l'Ajax, ni rattraper par un groupe compact de clubs qui suivent chaque faux pas, notamment la surprise de saison AZ Alkmaar. Les Ajacides n'impressionnent clairement pas autant que la saison dernière, mais nul doute que le PSV devra sortir un match de très haute volée pour espérer un résultat positif. Un résultat qui pourrait permettre à Van Nistelrooy et à ses hommes de continuer à se battre pour le titre, ce qui serait énorme pour une première saison sur le banc professionnel de l'attaquant batave. Une équipe à suivre donc. Ouais, bah moi j'avoue que je les ai vus jouer que contre Monaco et un peu en Europa. Je précise qu'on enregistre l'émission mercredi 2, donc on sait pas encore, même si l'émission il y a la petite le match est déjà passé pour vous qui nous écoutez, mais nous on connaît pas encore le résultat contre Bodo Klimt un soir pour jouer la jeudi, première place, ouais. pour la première place, mais en tout cas voilà, moi je les ai vus une ou deux fois en Europa, un peu contre Monaco. C'est vrai que t'as beaucoup d'intensité et que, comme tu l'as dit, faut pas se leurrer non plus. Et des individualités qui font la différence, hein. Cody Gakpo, c'est énorme. On sait pas quel prix à partir cet été, mais ça va être. Ça va aller très vite. Et puis que ce soit Leeds ou Manchester United, bon, il faudra mieux choisir. Ouais. Mais il va partir cet été. Par contre, Xavi Simons est clairement dans le groupe pour la Coupe du Monde. Et ça, franchement, il y a 6 mois, c'était quand même pas évident. Clairement, il a fait le bon choix. Attends, on va finir par toi, Alex. Tu vas nous parler de l'influence de Rome, ville éternelle sur le monde, ville que tu connais bien d'ailleurs, parce que t'étais en cours avec Rémus et Romulus. Mourinho face à Sarri, ça pourrait être un débat philosophique, une chronique à part entière tant leur vision du foot est en opposition. Et pourtant c'est pas de ces deux mystères dont j'ai envie de parler aujourd'hui, mais bien de la ville qu'ils représentent, évidemment la ville éternelle, Rome.
Alors je vais pas vous faire un cours sur la Rome antique, déjà parce que je suis pas la meilleure personne pour le faire, mais aussi parce que j'ai peur d'en perdre quelques-uns dans la bataille, même si je sais que nos auditeurs sont des érudits. J'aimerais simplement, à travers cette chronique, rappeler à quel point le passé est important et comment l'histoire s'exprime à travers le foot. On va commencer par le plus évident et les deux clubs d'Europe. Vous connaissez tous le mythe des jumeaux dont parlait Jules, Rémus et Romulus, qui selon la légende ont été jetés dans le Tibre, puis recueillis par une louve avant de fonder Rome. Et ben si vous la connaissez pas, sachez que ce mythe est bien présent sur le blason du club et qu'à travers lui, la Roma s'affirme comme le seul club de la ville, en opposition donc à la Lazio, qui elle représente la région avec sa référence antique avec le mot Latium. Pour l'AS Roma, toujours les couleurs jaune et rouge du maillot et de la ville qui honore le capitaine Marcus Manlius Capitolinus, qui est pas un joueur de l'effectif actuel, mais bien un capitaine de guerre, qui, alerté par le caquettement des oies sacrées, a pu appeler les gardes et repousser une attaque gauloise. Le jaune fait bien sûr référence au bec des oies et le rouge au sang versé. Bon, jusqu'ici, rien de fou, vous me direz, ça semble assez logique que Rome soit présent sur les maillots romains, mais vous allez voir que la ville éternelle s'est manifestée dans bien d'autres clubs et de manière diverse. Plusieurs clubs apportent par exemple un éclairage sur la fameuse Légion romaine. C'est le cas par exemple en Estonie avec le Tallinna Jika Légion, qui a pour emblème un casque de légionnaire, ou en Allemagne avec le club de Bielefeld, qui porte le nom de l'Armina, en hommage aux héros qui dirigeaient les Germains à la victoire face aux légions romaines. Ailleurs en Europe, on peut citer le club croate du HNK Sibalia, qui porte le nom de la colonie fondée par les Romains au IIe siècle, ou carrément les joueurs de la sélection roumaine lorsqu'ils entonnent l'hymne national « Maintenant ou jamais, apportons les preuves au monde que dans ses veines coule toujours un sang romain ». Je pouvais vous la faire en roumain et chanter un peu, mais j'ai pas le temps pour la chronique. Alors du coup, je vais vous poser une petite question et vous allez répondre très vite. Quel est l'animal qui représente le Nîmes olympique ? Le croco ? Et tout à fait, le croco. Mais est-ce que tu sais d'où vient l'origine de ce fameux crocodile ? Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup en centre-ville à Nîmes. Bah effectivement. Et en fait, l'origine, ça remonte au triomphe d'Octavien sur Antoine en Égypte en 31 avant Jésus-Christ. Et en fait, la coutume voulait que les soldats victorieux recevaient des terres, et en l'occurrence, ils ont reçu Nîmes. Et pour célébrer leur triomphe, ils ont adopté comme emblème un crocodile enchaîné à un palmier. Croco qui figure donc sur le logo du club, mais qui est pas le seul témoin du passé glorieux de la ville, parce qu'on pense aussi aux arènes qui sont présentes sur le logo, et aussi la construction d'un nouveau stade qui est prévu pour 2025 avec une architecture romaine. Plus pragmatique maintenant, le frigidarium, qui est un bain froid romain antique et qui perdure aujourd'hui avec les joueurs immergeant leurs jambes dans une cuve remplie d'eau glacée pour réduire les courbatures et permettre une meilleure récupération. On peut aussi aller voir du côté de la langue les paroles de l'hymne de la Ligue des Nations qui sont écrites en latin et plusieurs clubs anglais qui se sont appropriés une locution latine comme Everton et son Nil satis nisi optimum, seul le meilleur est suffisant, ou City et son Superbia in proelio qui signifie la fierté dans la bataille, et on peut conclure avec la devise honteuse de Tottenham, Odere et Facere, qui signifie oser c'est faire, une belle bande d'escrocs. Bon, pour finir, vous imaginez bien que j'ai dû mettre de côté des dizaines d'autres anecdotes, mais j'aimerais qu'on termine sur évidemment le stade. On pense au Colisée de Rome et ses 50 000 places, et aussi à notre Thibaut Leplat national qu'on a eu la chance d'avoir dans l'émission, et qui en début d'année nous proposait cette réflexion presque philosophique. Les footballeurs sont-ils les gladiateurs d'aujourd'hui ? Et je dois vous avouer que quand j'ai amené ma copine sur le parvis du Vélodrome pour le premier match de la saison, au milieu des pétards et des fumis, elle en était persuadée. Bravo, c'est beau. Non, c'est intéressant de voir l'influence qu'il y a dans le monde. Il y a plein de trucs qu'on savait pas. Comme tu dis, je pense qu'il y en a encore plein d'autres que les gens peuvent s'amuser à aller découvrir. Ça pourra même faire peut-être l'occasion d'un épisode de format court ADN. Peut-être, on ne sait jamais. Est-ce que les gars, vous avez une petite réaction sur cette bonne chronique d'Alex ? Bah, clairement, Rome continue d'influencer tout le monde, et José est l'empereur moderne pour les mener. Je serais ravi de voir ce grand derby. Enfin, tout le monde sauf Val. Val est influencé par le Rome. Ce qui est vraiment dingue. Ouais, il y a des belles choses ce week-end de toute façon. Ouais, on va avoir c'est un beau week-end de foot. Ouais. Et pour faire un peu le hipster, je noterai quand même la finale de MLS à 21h, que quand même à une heure à peu près acceptable pour une fois, à pas avoir se coucher à 4h du mat. Donc si vous voulez voir le grand LAFC enfin gagner un titre à domicile,
C'est à 21h samedi soir. Merci à tous de continuer à nous suivre. Merci Zach, merci Tom pour cette première. C'était votre première et c'était la dernière de l'année, mine de rien. Parce qu'on fera juste avant le début de la Coupe du Monde un spécial poteau carré un peu différent sur l'équipe de France. Mais d'ici là, nous, on va avoir, comme vous l'avez entendu en début d'épisode, notre dispositif spécial Coupe du Monde qui va commencer dès le 11 avec des previews de chaque équipe, puis une quotidienne avec des invités exceptionnels. Tous les jours, c'est pour ça que c'est une quotidienne. Donc en tout cas, restez à l'écoute, on a des trucs vraiment cool qui arrivent, même si Poteau Carré pour l'instant c'est fini. D'ici là, bon courage pour le mois de novembre et sortez couverts, kiffez le foot.